pense que c'est pas mauvais de se dire que le succès va être rapide, parce que sinon on se lance pas. C'est totalement irrationnel. Hein. Créer une boîte, faut être un petit peu bizarre pour le faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire rencontrer un entrepreneur que j'ai rencontré pour la première fois durant mes années new-yorkaises. J'étais assez séduit par son projet, mais également par sa simplicité, son humilité, le fait qu'il soit très multiculturel. Et j'ai envie de vous le faire découvrir parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez ni son métier, ni son histoire. Depuis des années, le code informatique est sur toutes les lèvres dans le secteur de la tech, ça vous le savez certainement, et il incarne d'ailleurs le saint Graal de tout bon ingénieur. Mais mon invité d'aujourd'hui a décidé de s'y attaquer pour le rendre accessible à toutes et à tous. Normand d'origine et new-yorkais d'adoption, il a coché toutes les bonnes cases. Classe prépa au très-coté lycée parisien Louis-le-Grand, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, titulaire d'un MBA à Harvard. Dans cet épisode, il nous emmène dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale, nous explique sa vision du no-code et les grandes tendances de la tech, sa vie entre les cultures françaises, chinoises et américaines, et il nous partage ses conseils et ses ambitions. Bonjour Emmanuel Strachnov. Bonjour. Je l'ai mal dit d'ailleurs. Bonjour Emmanuel Strachnov. Bonjour. Ça a dû être... on a dû souvent, comme moi, écorcher ton... Ouais, surtout en Normandie d'ailleurs. C'est une des vraies différences d'ailleurs quand on me demande parfois la différence entre les États-Unis et la France. Parce qu'aux États-Unis, ça ne m'est jamais arrivé. Que quelqu'un puisse... Aux écorcher, Non, si, c'est ils savent pas, mais il n'y a jamais de commentaires. Moi, c'était pas qu'ils écorchaient, c'était que les gens se moquaient. Enfin, en Normandie, à la campagne où j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup de gens avec le nom que j'avais. Parce que tu as grandi justement du côté de Lisieux, dans le Pays d'Auge. Ouais. Basse Normandie, dans le Pays d'Auge. Tu me dis d'ailleurs quand tu parles de ton enfance que c'est une enfance pluvieuse. Tu voudrais dire que il peut pleuvoir en Basse Normandie ou même en Haute Normandie. Je suis étonné de cette information, mais heureuse. Plutôt heureuse, ouais. Plutôt heureuse. Plutôt heureuse, plutôt calme. La famille est nombreuse, papa, maman, la famille est nombreuse, 4 frères et sœurs en plus de toi. Et beaucoup de frères et sœurs, mais après calme au sens où c'est la campagne. Et je pense que c'est une façon très saine d'élever ses enfants, d'être à la campagne. Je ne sais pas si je ferais ce choix-là moi-même pour ma propre famille. Tu ne l'as pas fait Je ne l'ai pas encore fait. Moi, je suis au centre de Manhattan où c'est vraiment pas calme. C'est marrant d'ailleurs, c'est vraiment l'inverse de ce que tu as vécu. Je ne suis pas du tout dans la reproduction du schéma de mes parents jusqu'à présent. Ouais, que ce soit personnellement ou professionnellement. Sauf la Chine. La Chine, il faut quand même reconnaître que j'y ai passé du temps parce qu'ils y ont passé du temps eux-mêmes. On va voir, ton papa était aussi entrepreneur, donc il y a... C'est vrai, mais il a arrêté de travailler assez tôt. Ça m'arrive de voir des amis qui me disent j'ai grandi, au moment où je m'ennuyais un peu, mais souvent quand ils s'ennuyaient, ça leur a apporté quelque chose. Soit ils se mettaient à lire énormément et donc à apprendre, soit, et c'est le cas de quelques-uns, à coder en tout cas. Voilà, moi c'est et ça. toi c'est ça, tu t'es mis à coder. Je me suis mis à coder, j'ai fait beaucoup de voiles. Mais quand tu codais, c'est quel âge tu as commencé à coder? À 12 ans. Ouais, donc jeune. Avec un prof d'anglais, à qui je dois beaucoup de choses en fait. Comment il s'appelle? Tu t'en souviens? Monsieur Bush. Merci Monsieur Bush. Monsieur Bush, ouais, je pense pas je sais pas s'il écoutera on le trouvera. ce podcast, mais ton prof de ton collège à l'époque? Ouais, prof d'anglais qui avait programmé un petit logiciel pour nous faire apprendre l'anglais en fait lui-même, et j'avais trouvé ça je lui avais dit comment on peut faire ça, et il m'avait filé des disquettes et j'avais commencé à programmer grâce à lui, et j'avais 12 ans. Ouais. Et toi, j'utilise souvent les rencontres. Parfois, on s'en rend pas compte sur le moment. Ah bah là. Mais je lui dois beaucoup parce que c'est vrai que si je m'étais pas mis à programmer à ce moment-là, parce qu'après j'ai été très loin du code pendant plus de 10 ans en fait, entre mes études et le début de ma vie professionnelle, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc il a été très important dans ma vie. C'est quand même dingue. Hein. Et là, ça fait 11 ans que je fais ça maintenant. Et, c'est fou. À 12 ans, tu te retrouves avec un prof. Et c'est là, tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est le battement d'aile d'un papier en Australie. Toute petite chose change complètement. Alors, sur l'année, on le voit pas, mais sur 10, 20, 30 ans, ce petit décalage de degré, d'angle, de trajectoire fait qu'aujourd'hui... J'aurais une vie complètement différente si je ne l'avais pas rencontré. Donc, parents, l'ennui est sain pour les enfants. Ah bah je pense, ouais. Et je pense d'ailleurs, enfin c'est un autre sujet, mais qu'il y a une stimulation en ce moment qui est trop importante pour beaucoup d'enfants. Et comment tu gères ça avec... Comment s'appelle ta jeune fille? Mila, qui a quel âge? 2 ans et demi. Donc quoi? Donc là, tu la stimules. Tu es plutôt dans le... On est plutôt dans la stimulation. Alors après, on est assez strict sur les écrans. Je ne sais pas si on a raison ou pas, mais c'est à peu près la seule chose qu'on contrôle en ce moment. Il n'y a pas d'écran.
Bac scientifique en poche, là on termine cette trajectoire à Lisieux, et là tu intègres le prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand, puis donc tu dois pas être très mauvais, hein, parce que tu t'arrives sur le Polytechnique, t'es Corps des Ponts. Corps des Ponts, ouais, non. Donc j'ai rejoint la fonction publique. Ouais. Fonction publique, alors il faut de nouveau, si on peut expliquer quelques secondes aux auditrices et aux auditeurs, le Polytechnique est financé par l'État, et donc tu dois... Alors, pas tout le monde, hein, c'est un peu compliqué, mais juste un quart de la promo qui fait le choix de rejoindre la fonction publique à la fin s'engage pour 10 ans. Ouais. S'engage pour 10 ans, et donc c'est là où on rejoint la fonction publique. Voilà. Tu vois, et si tu dois quitter, tu dois rembourser ce qu'on appelle rembourser la pantoufle. La pantoufle, la scolarité, c'était un terme utilisé. Tu disais un quart, c'est souvent en fait ceux qui sont en haut en fait qui peuvent choisir les corps. Alors historiquement c'était le cas. Quand j'y étais, c'était encore relativement le cas. Je pense que ça l'est moins aujourd'hui. C'était quoi? C'était les 10 premiers pourcents qui peuvent choisir le corps des mines ou des ponts? Ah non, alors c'est les 10 premiers. 10 premiers. Beaucoup moins. Les 10 premiers qui choisissent le corps des mines, et après, je pense qu'il y a une trentaine qui choisissaient le corps des ponts. En tout cas, quand j'y étais, je pense que l'attrait des fonctions de la fonction publique a quand même un peu baissé. Du coup, c'est plus forcément les 100 premiers qui allaient, mais avant, historiquement, c'était ce qu'on voyait. Ouais. Je disais en introduction que tu avais fait aussi le MBA d'Harvard. Bien après. Ouais. Oui, mais on en reparlera plus tard pourquoi tu l'as fait et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as cumulé le plus possible. C'était quelque chose d'important pour toi, les diplômes. Est-ce que tu as été poussé par tes parents à le faire? Pas du tout. Tes parents avaient fait des études? Pas beaucoup. Mon papa a quitté l'Europe, enfin la France, à 18 ans. Il est parti à Taïwan, donc il a fait un peu d'études à Taïwan, mais il n'a pas fait des études au sens traditionnel du terme, comme les gens parleraient d'un bac plus 5 ici. Tu veux dire. Voilà. Et ma mère a fait les langues zo. Donc oui, ma mère a fait des études, elle a fait les langues zo, mais ils ne m'ont jamais vraiment poussé. Jamais poussé. Non. Donc t'avais une volonté. C'est venu tout seul dès que j'étais tout petit en fait. Mais direct tout seul, tu t'as pas même à 8 ans. T'as pas Polytechnique dans ta tête quand t'as 8 ans. Si, en fait. Mais parce que j'avais entendu mes parents en parler. Alors, ils m'avaient jamais dit, mais c'était l'expression genre, faut pas être sorti de Polytechnique pour savoir faire ça ou des choses comme ça. Donc, c'était un mot que j'avais entendu. Et puis c'est quoi Polytechnique? Et voilà. Et surtout du côté de ma mère, dans la famille de ma mère, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des bonnes études. Donc, j'avais été exposé à ça. Et donc, c'est sans doute de là que ça m'est venu. Mais ils m'ont jamais dit si tu travailles pas. Ils ont pas eu besoin. J'avais la chance d'être assez motivé tout seul. Ce qui est une chance, hein, d'ailleurs, parce que je pense que on est assez inégaux parfois. Il y a des enfants qui ont ça, des enfants qui ont moins ça. Et moi, il se trouve que je l'avais. Du coup, les choses étaient plutôt faciles. Enfin, en français, on dit avoir des facilités. C'était ça, quoi. Donc, tu sors Polytechnique en 2006, fonction publique, Corps des Ponts et Chaussées. Finalement, je ne suis pas resté beaucoup dans la fonction publique. Oui, mais ce qui est étant, d'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi tu as quitté. Mais à ce moment-là, ce que tu dis, et tu le dis d'une manière très directe, ta seule façon, c'est comme ça que tu l'exprimes, hein, la seule façon d'être utile, et c'est important parce que ce mot-là est important, être utile, c'est être au service, c'est travailler pour l'État. Ouais. Et ça aussi, t'as eu ça tôt ou c'est très tôt. À Polytechnique, t'as pensé à ça? Non, c'était à 12 ans. 12 ans aussi, tu t'es dit, dès que t'as pris le code, tu t'es dit, hop, en même temps? Non, de façon indépendante, mais très, très tôt, en fait, moi, je m'étais dit, alors c'est peut-être là où il y avait une fascination pour les diplômes, mais qui venait pas de mes parents, qui étaient, moi, je ferais Polytechnique et l'ENA. Je voulais faire les deux. Et dès 12 ans? Tôt. Peut-être pas 12 ans, mais 15 ans, en tout cas 15 ans, ouais. Donc c'était assez tôt que ça m'est venu. Souvent, excuse-moi, mais et souvent... donc l'ENA, c'était la fonction publique. Oui, mais souvent, l'ENA, quand tu as 12 ou 15 ans, c'est parce que tu as envie de... Tu penses pas à être préfet ou sous-préfet, ou tu as envie d'être politique. C'était ta volonté? C'était peut-être un peu ça, ouais. C'était peut-être plus ça, même si je pense qu'à l'époque, c'était un peu flou dans ma tête entre la fonction publique ou la politique. Pour moi, c'était la sphère publique, en tout cas. T'es jeune. C'était la sphère publique, en tout cas. Et à l'époque, ouais, non, j'étais pas vraiment convaincu jusqu'à cette heure. Et d'une certaine façon, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses exceptionnelles qu'on peut faire pour le monde quand on travaille pour la sphère publique. Hein. Donc, tu testes l'ENA? J'ai commencé à le préparer, mais entre-temps, j'ai un peu redécouvert la Chine, en fait. C'est-à-dire que mes parents se sont rencontrés en Chine. Donc, il y avait un truc assez important dans la famille. Raconte-nous un petit peu. Il part à 18 ans? Mon père part à 18 ans à Taïwan, et ma mère a fait les langues zo et donc passé du temps en Chine aussi. Et ils se sont rencontrés donc bien des années plus tard, parce qu'ils se sont rencontrés plus tard dans leur vie, et pas comme mon père avait 18 ans, à Pékin en 78. Donc, c'est assez unique, surtout que les deux sont français, caucasiens comme on dit, donc non chinois, donc c'est assez rare que les gens se rencontrent comme ça dans un pays si loin, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à Pékin, et du coup j'ai un peu grandi
en entendant parler de Chine tout le temps. Mon père m'a emmené en Chine à 12 ans pour la première fois, et j'ai commencé à apprendre la langue aussi assez tôt. Et j'avais un peu oublié que c'était un pays que, enfin, je peux pas dire que c'est un pays qui m'intéressait parce que j'ai pas développé une passion à 12 ans, mais c'est quelque chose qui faisait partie de mon univers. Et quand j'étais à l'IX, il y avait un truc qui est très bien. D'ailleurs, je sais pas si beaucoup d'écoles font ça, c'est ce qu'ils appellent les stages ouvriers. On est vraiment un ouvrier pendant 2 mois. Et moi, j'étais parti en Chine, donc j'étais pas ouvrier, mais j'étais serveur dans un restaurant, donc quelque chose d'assez similaire. Et en fait, j'ai redécouvert la Chine à ce moment-là, parce que j'y étais allé avant, mais j'avais un peu oublié, je m'étais pas forcément dit, tiens, ce serait sympa d'y passer du temps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentré en France après ce stage-là, je me suis dit, si je rejoins la fonction publique, je vais passer ma vie en France. J'ai envie de passer quelques années à l'étranger, et la Chine, pourquoi pas? Et en fait, entre le corps des ponts avec lequel je pouvais avoir une conversation pour passer des années en Chine et l'ENA, il y avait beaucoup plus de flexibilité au pont, et c'est pour ça que j'ai pas présenté l'ENA. J'aurais sans doute pas été pris, mais tu n'as pas eu d'échec, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu aurais peut-être été en face de moi aujourd'hui, mais peut-être avec une autre casquette. Avec une autre casquette de préfet, ouais. Où est-ce que toi, tu pourrais avoir le plus d'impact encore aujourd'hui? Tu penses que... Aujourd'hui, je pense que le tech est un endroit fantastique pour ça aussi, qui en plus a l'avantage d'effacer les frontières, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres métiers, sauf la Chine d'ailleurs. Il faut dire que quand on est dans le cloud, dans le tech, la Chine est le pays où on ne peut pas aller, mais dans tous les autres pays on peut être. Et il y a une facilité de propager des choses avec la technologie qui permet de toucher beaucoup de monde. Donc je suis très bien là où je suis, mais c'est un peu la même idée. C'est un peu la même idée, l'idée d'avoir un impact at scale, comme on dit, enfin, à l'échelle. Hein. Et toi, si un jour tu devais revenir à tes premiers amours, à te dire oui, en effet, être utile, c'est servir l'État, tu te verrais faire quoi? Je ne sais pas encore. Mais c'est une possibilité. Peut-être de l'engagement au niveau local, je ne sais pas. Oui, attention, les yeux, Emmanuel revient. Faut voir à quoi ressemble le monde à ce moment-là. À quoi ressemble le monde à ce moment-là, mais c'est quelque chose que j'espère que je pourrais explorer dans une seconde partie de vie. Ouais. Donc là, tu rachètes ta pantoufle, on explique, c'est que là, tu dois rembourser. Pas tout de suite, parce que j'avais négocié avec les ponts de partir en Chine, donc ils m'avaient. Sympa. J'étais parti. On s'était mis d'accord sur un programme où je travaillais. Dans un cabinet de conseil là-bas. Tu pars chez Roland Berger, un cabinet de conseil. Et après, je suis pas rentré, et c'est là où je vais rembourser ma pantoufle. C'est là où j'étais faire mon MBA à la place. Tu avais été pris un MBA quand tu étais en Chine? Bah oui, et c'est pour ça que j'étais pas rentré au sein de la fonction publique. C'est qu'à un moment, j'avais le choix, et c'est vrai qu'il y avait un côté excitant de découvrir les États-Unis que je connaissais pas du tout, et un campus d'université américaine, et d'Harvard en particulier, ou de rentrer au sein de l'État, et j'ai décidé de partir aux États-Unis. Alors toi, ce que tu dis d'ailleurs, ce que je sais, c'est que tu n'étais pas le plus pro-américain possible, pas du tout, comme ça. Et qu'en Chine, justement, qui n'est pas forcément le pays le plus pro-américain, pourtant... Alors c'est compliqué. La Chine en tant qu'État n'est pas pro-américain, mais les Chinois sont assez... C'est ça. En tout cas, à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais en 2007, les Chinois étaient très fascinés par les États-Unis, et les universités américaines, et Harvard en particulier. Et donc tes potes là-bas te disent... tout le monde regardait qu'est-ce qu'on fait après 3 ans de conseil, et tout le monde voulait faire un MBA aux États-Unis, et donc j'ai commencé à m'intéresser. Tu avais hésité avec autre chose dans des parcours de vie, dans des bifurcations, à un moment c'était soit ça, soit rentrer en France au sein de la fonction publique. C'était un peu les 2 options. J'avais pas vraiment regardé d'autres choses. Tu t'es dit potentiellement rentrer en France, finir le... rejoindre mon ministère. Ouais. D'ailleurs, j'aurais sans doute eu une vie très intéressante aussi si j'étais rentré. On parle d'expérience à l'étranger, en particulier pour tous les jeunes qui se posent ces questions-là. Toi, c'est quelque chose que tu recommandes absolument? Je pense. Quand je regarde donc cette année 2010 où j'ai décidé de ne pas rentrer en France, je n'avais pas mesuré là aussi la portée de ce choix, parce que c'est ça qui fait que je ne sais pas quand je pourrais rentrer aux États-Unis de façon permanente. Maintenant, je suis marié avec quelqu'un qui n'est pas français, donc il y a quand même des contraintes. Et donc, quand on part à l'étranger, il faut faire attention, parce qu'il y a assez rapidement, je pense, un risque de ne pas rentrer. Après, c'est pas, enfin, un risque si la France nous manque. Moi, parfois, je me sens un peu déraciné. Parfois, j'écoute Paul Naref. Reviens. Et la reviens, France. Emmanuel. Mais ça ne dépend pas que de moi. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment, surtout quand on vieillit, à plus de 40 ans, on a des contraintes, on a des enfants, on a une école, on a une femme. Tu te cherches un peu quand tu arrives à la fin de ton MBA. Beaucoup même. Ouais, tu parles beaucoup, exactement. Mais c'est normal. J'étais assez perdu. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'intérêt d'un MBA, c'est de se perdre. Ouais. À un moment, tu vas faire un stage dans le luxe. Oui, exactement. Tu faisais quoi pour Prada à New York? J'étais l'assistant ou chief of staff, responsable du cabinet. En gros, j'étais le bras droit du CEO de Prada US, et donc j'avais fait des petits projets pour lui. C'est pas forcément ça qui t'a transporté de joie? Ah si, j'ai adoré.
Ah, t'as adoré? Ah, j'ai adoré. C'était pour un été, alors un été à New York chez Prada, enfin, bah oui, non, mais c'est ça. Alors pourquoi tu restes pas? C'est une vraie question, et c'est ça qui m'a amené à Bubble d'ailleurs. Enfin, il y a une vraie logique en fait dans ce qui s'est passé, et c'est pas réécrire l'histoire, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc je suis rentré en deuxième année de business school en ayant adoré mon été. En plus, en ayant assez rapidement rencontré pas mal de gens, parce qu'il faut reconnaître que quand on est un Français dans le luxe, c'est un atout, parce que la moitié de l'industrie est française. Quand on parle mandarin, encore plus. Donc c'est parce que aujourd'hui un peu moins, mais en 2012, bien sûr. Extrêmement important. Et donc je suis rentré en me disant j'ai trouvé ce que je veux faire. J'ai trouvé une industrie, je me plais bien. Assez rapidement, je me suis fait un réseau solide, donc je vais travailler là. Je cherchais un boulot dans le luxe et mon boss à l'époque qui était chez Prada et d'autres, tout le monde m'avait dit il n'y a pas 36 solutions si tu veux travailler dans le luxe, il faut aller chez LVMH, c'est le Goldman Sachs du luxe ou le McKinsey, voilà. Donc j'ai commencé à interviewer chez LVMH et tout, et en fait j'ai pas été jusqu'au job avec eux, mais j'ai eu pas mal de conversations et ça m'a rappelé beaucoup le corps des ponts, en fait, l'administration, et parce que c'est grosse organisation française, beaucoup de polytechniciens là-bas d'ailleurs, et du coup je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et alors je me suis dit si je rejoins pas une grosse boîte parce que c'est trop gros, et qu'en plus c'était au moment en 2012, donc ça c'était à peu près en janvier-février 2012, c'était le début du tech en fait, de l'ère moderne. C'est au moment où Facebook est rentré en bourse en mai par exemple, donc forcément j'entendais un peu parler de ces trucs-là, j'avais appris à coder avant, donc j'ai redécouvert un petit peu ce plaisir de la chose digitale que j'avais totalement oublié en fait, et je me suis dit on va voir si je peux pas lancer une boîte à la connexion entre le luxe, où j'étais pas un expert, mais encore une fois, j'avais développé un certain réseau, et la technologie. Et en fait, à commencer à travailler sur des idées pas forcément très solides avec une personne que j'ai trouvée au MIT, d'ailleurs, qui était technique, parce que j'avais pas imaginé me remettre à coder à l'époque, donc ça m'avait pris pas mal de temps pour trouver quelqu'un pour travailler avec moi. Donc c'était une fille qui était en bachelor à l'époque, au MIT. En travaillant avec elle sur quelques idées, je me suis rendu compte qu'en fait, le luxe avait été un amour d'été, mais n'était pas quelque chose de permanent, et qu'en revanche, la technologie m'intéressait beaucoup plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, et du coup, j'ai commencé à chercher un boulot dans le tech, et c'est ce qui m'a amené à rencontrer mon associé. Oui, alors tu cherches un boulot dans le secteur de la tech, mais à ce moment-là, tu n'es pas, même si tu commences à gribouiller des idées... Oui, j'étais pas très sérieux, parce que je pensais que c'était pas possible d'un point de vue immigration, en fait. D'être entrepreneur, de lancer ta boîte. De lancer ta boîte aux États-Unis, on m'avait expliqué que tu pouvais pas faire ça sans avoir une carte verte. Donc tu regardes, tu trouves un job. Finalement, je trouve un job. On va quand même le prendre, ce jeune ingénieur. T'avais quand même beaucoup d'avantages pour toi. D'une startup sur le mobile. Sur le mobile, avec un moteur de recherche pour mobile. À San Francisco ? Non, New York. Basé à New York. Ouais. Et donc là ? Comme tout le monde dans ces moments-là, généralement, j'attends vraiment le dernier jour pour répondre. Et à ce moment-là, tu procrastines. J'avais quand même demandé à pas mal de monde de me présenter des gens parce que je cherchais. Et quelqu'un m'a dit tiens, j'ai un ami qui lance une boîte. Parlez-vous, on ne sait jamais. Là, c'est Josh. Et c'est Josh. Et donc, je me rappelle, mon offre expirait le vendredi et on s'est rencontrés le jeudi. Et on a parlé 3 heures. Pas vraiment de la boîte, d'ailleurs. Donc, c'est son idée à la base. En fait, moi, je l'ai rejoint. On a plus parlé philosophie, d'ailleurs, bizarrement. Parce que moi, j'avais lu beaucoup de philo à l'X. Et lui, c'est un philosophy major. Il a fait une licence de philo à Harvard. Donc, on a plus parlé de ça que de la boîte, en fait. Mais on a bien connecté. Et au bout des 3 heures, il m'a dit... et moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit... ça me fait plaisir de te rencontrer. Demain soir, je signe. Mais j'ai un job. Et en plus, il s'occupe de ma carte verte. Parce que c'était quand même vraiment un truc... Pour les gens qui ont vécu aux États-Unis qui nous écoutent, ils savent tous que c'est un vrai stress au début d'avoir un statut d'immigration qui tient aux États-Unis. La loi immigration aux États-Unis, c'est dur. Il te renvoie à Paris. Voilà, sinon c'est très dur. Et à la fin, il m'a dit est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir prendre ce job ? Et j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai attendu 12 heures pour lui dire oui, parce que j'ai posé des questions à la personne qui nous avait présenté. J'ai vaguement regardé si je faisais quelque chose, n'importe quoi d'un point de vue immigration. J'ai contacté la personne qui s'occupait des étudiants étrangers à Harvard, qui m'a dit a priori il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'en avait aucune idée, le mec, honnêtement. Mais ça m'a suffi pour me dire bon, allez, j'y vais. Et puis on verra advienne que pourra, on verra ce qui se passera. Et j'ai dit oui. Tu sais donc on ne se connaissait pas du tout, en fait. Donc c'est ça, 24 heures. C'était la première fois que je le voyais. Voilà, une autre rencontre. Et là, c'est de nouveau pour les gens qui nous écoutent, il y a des rencontres des moments qu'il faut prendre. Enfin, il y a des décisions qu'il faut... Et puis, il faut faire confiance à son instinct. Ouais, parce que là, rationnellement, j'essaie de rationaliser un peu, parce que j'aime bien rationaliser les trucs et me dire que c'était la décision rationnelle à faire, mais clairement, ça l'était pas. Totalement irrationnel. Totalement irrationnel. Et c'était vraiment un mariage après un premier rendez-vous. Enfin, premier date, quoi. Premier date, on se marie. Enfin, personne ne fait ça. Cette entreprise qui aurait pu avoir la chance de t'avoir, elle est venue quoi ? Elle s'est plantée au bout de 2 ans, je crois. Okay.
Mais c'était, enfin, comme beaucoup comme la d'autres. plupart des startups, bien sûr. exactement, c'est pas grave. Quand tu dis la plupart des startups, toi qui en as vu beaucoup, de nouveau pour les gens qui nous écoutent, il y en a quelques-unes qui s'en sortent, mais l'immense majorité quand même. Ouais, on le voit pas trop parce que généralement les startups qu'on voit dans les news généralement ont déjà levé de l'argent en fait. Le plus gros des décès se fait avant la première levée de fonds en fait, du tri. Donc en fait on n'en entend même pas parler. Mais nous on les voit parce que c'est nos utilisateurs. Ouais. Parce que les gens utilisent Bubble pour lancer des boîtes. Donc ça explique d'ailleurs le churn qu'on a, c'est régulièrement parce que les projets ne marchent pas en fait. Il faut comme qu'ils te paient. Bah, du coup, ils arrêtent de nous payer. Mais après, bon, c'est pas. Il faut. Le truc important chez nous, c'est que les gros payent pour ceux qui partent, compensent pour ceux qui partent. Alors, qui payent pas. On va rentrer dans le dur de ce qu'est Bubble. Le projet concept. Alors moi, je vais le dire avec mes mots. Je vais te laisser après nous faire le pitch quand tu dois l'expliquer à quelqu'un. Et c'est bien le principe, je l'ai dit au départ, c'est d'arriver à faire que ça devienne accessible à toutes et à tous. La programmation. Ouais. La programmation. Créer des logiciels et des applications à l'aide d'une interface visuelle avec des briques élémentaires déjà précodées. Alors, j'espère que toute personne qui nous écoute a bien compris tous les mots que j'ai essayé de mettre dans la même phrase. C'est vrai que c'est parfois pas forcément évident pour les gens qui ne savent pas ce qu'est même une ligne de code. Oui. Donc, est-ce que tu peux déjà, sur ce principe-là, expliquer à toute personne que le fait que vous pouvez nous écouter maintenant, c'est que derrière, si vous êtes sur Spotify, Deezer, YouTube ou autre, c'est des lignes de code. Le code est une façon de donner des instructions à un ordinateur pour que l'ordinateur fasse ce qu'on lui dit de faire. Et ça va pour des choses très simples, pour des logiciels particulièrement simples où on pose une question, une addition, et on a une réponse à des choses très compliquées comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc sur ta calculette, ce que tu veux dire, c'est que quand tu écris 9 plus 9, il y a une ligne de code derrière qui veut dire 18. D'ailleurs, c'est même pas le code, en fait, c'est des 0 et des 1. C'est-à-dire que ce que comprend la machine, ça va être du binaire, en fait, c'est des 0 et des 1. Et donc, en fait, les différents langages de programmation, et le code en est un, mais il y a plusieurs sortes de code, c'est quelque chose qu'on écrit qui est plus compréhensible pour l'être humain et qui est compilé en 0 et 1. Et en fait, ce que Bubble est, d'ailleurs, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être une représentation textuelle de ce qu'on veut dire à la machine de faire, c'est une représentation graphique. Mais c'est pas très différent, en fait. Et toute l'histoire de l'informatique est de rajouter des couches plus en plus faciles à comprendre. À quel moment Bubble devient Bubble ? C'est son idée. Ouais. Et c'est toujours la sienne. Alors après, évidemment, au bout de 11 ans, je me la suis quand même beaucoup appropriée et j'ai eu une importance égale quasiment à lui, parce que l'idée n'est que l'idée, mais on n'a jamais pivoté. Après, oui. Voilà, on n'a jamais pivoté d'idée et l'idée n'a pas changé depuis ce jeudi. Rendre accessible la programmation. Ouais. Et de faire ça pour des applications web. Alors c'est un peu plus technique, mais aujourd'hui, Bubble est utile pour les web apps, ce qu'on appelle. Donc c'est tous les sites internet qui font des choses compliquées comme Facebook.com, Airbnb.com, VoyageSNCF.com, où il y a une vraie logique sur le site. C'était ce qu'on faisait en 2012, c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, il n'y a pas vraiment de changement sur l'idée, on n'a jamais vraiment pivoté en fait. Il y a des business de concept où il faut trouver le bon concept. Moi je dirais Airbnb par exemple, c'est un business de concept. Est-ce que les gens avaient envie d'avoir des gens qui dorment dans leur chambre d'amis ? C'est pas évident. Il fallait tester, il se trouve que oui, mais ça aurait pu être que non. Nous c'est pas ça. Nous, le problème est évident. Coder, c'est chiant. Si on arrive à écrire un logiciel qui est plus visuel et facile, qui permet de faire la même chose que le code, évidemment que ça va marcher. La question, c'est est-ce qu'on peut y arriver ? Et donc, c'est de l'implémentation. Souvent, quand quelqu'un a une bonne idée à un moment, tu te retrouves avec une autre personne ou un autre groupe qui a la même idée au même moment dans un autre pays ou dans une autre ville. Toi, quand Bubble est sorti, le no-code, t'as vu apparaître d'autres Bubble ? En fait, c'est pas une idée nouvelle du tout, ce qu'on fait. Apple a essayé de le faire dans la fin des années 80, ça s'appelait HyperCard. Microsoft a essayé, ils essayent toujours d'ailleurs. Enfin, Microsoft, depuis début des années 90, ils ont essayé de faire ce qu'on essaie de faire avec plusieurs noms de logiciels différents. C'est une idée vraiment c'est pas une idée, enfin c'est une évidence que ça doit exister. La question, c'est est-ce qu'on peut y arriver ? Et ce qui est vrai, c'est que la plupart des boîtes se sont cassées les dents dessus, en fait, pendant pas loin de 2 décennies. Et du coup, les gens avaient un peu abandonné. Et donc, c'est pour ça que quand on s'est lancé, d'ailleurs, les gens nous disaient vous y arriverez pas, c'est juste pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'on était plus intelligent que les autres, d'ailleurs, je pense qu'on était un peu plus obstinés. Et aussi, la technologie avait évolué suffisamment qui permettait de le faire de façon où c'était pas possible avec des gens très intelligents dans les années 90. Et du coup, c'est pour ça que ça a pris du temps pour avoir des compétiteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient plus ancrés d'ailleurs dans la communauté des startups et ingénieurs aux États-Unis qui disaient que c'était pas possible parce que c'est ce que tout le monde disait. Et les investisseurs, on n'a pas levé d'argent pendant très longtemps.
Une façon de l'expliquer, c'est parce qu'on n'a pas vraiment essayé, mais l'autre façon, c'est que les gens ne voulaient pas nous donner d'argent non plus. Parce que les investisseurs nous regardaient en disant, ça n'est pas possible ce que vous essayez de faire. Moi, je pitchais pendant les premiers mois de la boîte, parce qu'on voulait trouver des bêta-testeurs à des designers et tout ça, en disant, on va créer une plateforme qui vous permet de créer Etsy. Je ne sais pas si ça parle aux utilisateurs, qui est une sorte de marketplace d'objets design, des choses comme ça. En gros, une sorte de site comme Airbnb, mais bon, pour des objets. Et je disais aux designers, on va permettre... À l'époque, c'était très populaire à New York, c'est pour ça que j'utilisais cet exemple-là. Et je disais, on va créer un logiciel qui vous permettrait, vous, designers qui ne savez pas coder, de faire Etsy. Les mecs nous disaient, je ne te crois pas. C'est pas possible. Donc, personne n'y croyait. Et en fait, notre chance... Et quand tu reçois... Attends, mais quand personne n'y croit, toi, vous êtes à ce point... toi, maso... Bah, c'est de l'autisme, un peu. Enfin, c'est un mix d'arrogance... Je vais vous montrer que je ne me trompe pas. D'obstination... Oui, mais passion, souvent c'est un mix de beaucoup de choses, en fait, souvent, qui fait que tu n'écoutes pas. Mais en fait, ça te renforce. Moi, ça me renforçait, en fait. Oui, mais souvent, ce que tu dis parfois, ou ce que tu entends aujourd'hui, c'est ce que tu diras certainement à des copains ou à des entrepreneurs qui viennent te voir. Il y a un moment ou un autre, il faut savoir débrancher la prise, quoi. Et toi, alors, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ah, tu sais pas faire ça. Hein. Et dans ce cas-là, ça s'est bien passé, mais si je refaisais une boîte, ça se passerait probablement mal. À quel moment, là, on est en 2012, à quel moment tu as senti que le vent était plutôt derrière toi qu'en pleine face ? 2016 ? Il y a eu une légère brise en 2016. Ouais. Et fin 2015-2016, c'est vraiment 2019 en fait. Là, donc au bout de 7 ans, où là on s'est dit, là il y a un truc réel qui se passe là. Donc, et après le Covid qui a été alors là une tempête. Et donc 7 ans, bon comment tu fais pour te payer les Alizés. Comment tu fais pour te payer ? Tu bouffes des pâtes, je me paye pas. On se paye pas pendant 5 ans, donc j'avais un peu d'économie parce que quand je vivais en Chine, j'étais pas très bien payé, mais correctement, et je vivais à la chinoise. Donc et à l'époque, ça a beaucoup changé maintenant. Maintenant, Shanghai est cher, mais à l'époque, ça coûtait pas cher, donc j'avais économisé beaucoup. Économie. Et après, c'est ma femme. Hein. Merci, Fala. Ouais, c'est ma femme. Ma femme m'a totalement entretenu. Qui elle travaillait et ramener l'argent pour les deux. Ouais. Mais enfin. Là aussi, la boîte se serait peut-être arrêtée, parce que à ta question, quand est-ce que je débranche, j'ai commencé à me poser la question avant de rencontrer ma femme, où je me suis dit, là, ça devient un peu dur en qualité de vie personnelle, parce que j'avais quand même fait des études correctes, j'avais 33 ans, et je vivais avec 2 roommates qui avaient 22 ans à New York. Enfin, c'était pas la vie que la plupart des gens ont à cet âge-là, avec le background que j'avais, et ça commençait à me peser un peu. Et là, c'est un message aussi. Et c'est ma femme qui m'a sorti, qui m'a permis de continuer d'ailleurs. Message important pour ceux qui se lancent en espérant ou en voyant le succès au coin de la rue, donc qui imaginent que... Ça prend du temps. C'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup. Hein. Beaucoup plus long que prévu. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a ici tout le temps. Mais je pense que c'est pas mauvais de se dire que le succès va être rapide, parce que sinon on se lance pas. C'est totalement irrationnel. Ouais. Hein. Je pense que de décider de créer une boîte, il faut être un petit peu bizarre pour le faire. Non, parce que tu disais quelque chose d'assez juste. Tu disais, peut-être t'étais un peu d'arrogance. Je pense que même si tu sais, un peu de ça, même si je te dis, ça prendra, parce que c'est la vérité. Hein. J'ai moi rarement vu une entreprise réussir. Encore une fois, on peut avoir une définition de la réussite. Je t'interrogerai là-dessus après. Ça m'intéresse d'avoir ta définition de la réussite. Mais avant 5 ou même 10 ans, tu vois, tous les... Alors, je pense que depuis 3-4 ans, avec l'accélération, tout l'argent qu'il y avait dans le tech et tout, il y a des succès qui ont été plus rapides. Mais c'est un peu l'anomalie historique, mais je pense. Si tu en prends, tu peux peut-être en trouver 20 sur les millions et millions qui sont lancés. Oui, encore, celle-là, c'est pour ça qu'il est important, l'entrepreneuriat n'est pas uniquement celle où tu lèves, comme toi ou d'autres, plus de 100 millions et vous êtes vu partout. L'entrepreneuriat, même quand il est plus petit, peut-être avec des objectifs moins importants, moins mondiaux, ça reste extrêmement complexe et long, et ça mérite beaucoup de travail. Donc là, tu te retrouves 10 ans, donc tu te poses quand même une fois ou deux la question en disant juste, tu as une discussion avec Josh à un moment donné en disant juste, Josh, là, je peux plus vivre dans ces... ou jamais, ou tu le gardes pour toi? Non, alors on l'a, une des raisons pour lesquelles on a tenu si longtemps, en fait, c'est qu'on est en opposition de phase, en fait. C'est quand il y a... Maintenant, moins, mais maintenant c'est moins important, parce qu'on a 150 personnes, et donc... De facto, il y a une structure derrière nous, il n'y a pas la même pression sur nous personnellement que si on part, la boîte s'arrête. Si demain j'arrête, la boîte pourra survivre. En 2015, quand on est que 2, non. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que non seulement on n'a pas levé d'argent pendant longtemps, on ne se payait pas, mais on n'était que 2 pendant 5 ans.
C'est vous qui codez. C'est nous on faisait tout. Et ce qui est assez unique, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui n'ont pas levé d'argent pendant longtemps avant de faire des grosses levées. Des boîtes où il y avait 2 fondateurs pendant 5 ans juste à 2, on est peut-être la seule. Je pense qu'il y a vraiment très peu de cas comme ça. Et donc là, il y avait une pression énorme sur nous deux. C'est que s'il y en a un qui arrêtait, le projet s'arrêtait. Et on avait quand même quelques milliers d'utilisateurs à l'époque. Donc il y avait une certaine importance à ce qu'on faisait. Ça n'avait pas l'importance qu'on a aujourd'hui, mais ça avait une petite importance. Et la chance qu'on avait, c'est quand lui avait des problèmes de motivation, de morale et tout. C'était moi qui le remontais, et inversement. Et donc, on était en opposition de phase, et ce qui fait qu'en fait, on s'est toujours mutuellement dit non, il faut continuer, et du coup, on a continué. Mais on est passé pas loin, je pense, 2-3 fois de la casse, de fermer. On parlait des fonds. Après, je dis ça, et en même temps, c'était pas une option pour nous, parce qu'on avait, et peut-être qu'on était trop sensible à ça, mais on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, mais on avait quelques centaines et peut-être un millier qui dépendaient tellement de nous que je me suis jamais senti d'envoyer un email en disant désolé les mecs, on arrête, il y en a marre. Parce que les mecs, ça aurait été une disruption pour leur propre business. Enfin, ils auraient dû fermer leur boîte, en fait, tous nos utilisateurs. Et c'était très dur. On évoquait la réussite un peu plus tôt. Cette réussite-là, quand tu avais quelques centaines, tu aurais pu considérer que ça c'est une réussite. De se payer correctement, ça peut être une réussite. De lever, on le verra dans quelques temps, des sommes importantes, c'est une réussite. Comment toi tu le définis, la réussite ? Est-ce que tu considères aujourd'hui que plus de 10 ans après le lancement, la création, tu as réussi ? Non, pas encore. Parce que nous on s'est lancé en disant on veut que tout le monde puisse programmer des applications ou créer des sites ou n'importe ou s'exprimer en ligne de façon créative et pas uniquement en postant des photos sur Instagram sans avoir de training technique. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut le faire si les gens savent nous utiliser, mais il faut quand même une certaine motivation pour apprendre l'outil. Enfin, il y a plein de choses à faire. Pour parler en termes business, on dirait que notre pénétration de marché est encore très faible par rapport à ce que ça pourrait être. Et moi, la réussite, c'est qu'on arrête quelqu'un dans la rue en bas et on demande tiens, si tu veux créer une app, comment tu fais ? Et facile, va sur Bubble, j'ai joué avec hier. Et ça, je pense qu'on en a encore une quinzaine d'années avant d'y être. Nous, on a commencé, on veut enlever cette barrière qui existe pour beaucoup de gens, qu'on ne peut pas s'exprimer sans avoir fait du code petit, comme moi, par exemple, à 12 ans. Et ça, effectivement, c'est le no-code, j'aurais bien aimé inventer ce mot-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais qui décrit l'industrie dans laquelle on est et qu'on a un peu lancé. Donc ça, c'est premièrement. Pour moi, c'est ça la vraie réussite de la boîte. Dans le systémique, en fait. Voilà. Après, au niveau personnel, je dirais que je suis assez content de là où je suis aujourd'hui, au sens où j'ai créé un truc qui est plus gros que moi, qui a atteint une certaine taille, qui a atteint une certaine importance pour pas mal de gens, pour plusieurs centaines de milliers de personnes maintenant, et donc ça c'est très gratifiant, et qui maintenant, alors, qui est pas, on est encore en phase d'hypercroissance comme on dit, et donc on lève de l'argent, et donc on marche à perte, parce que c'est normal, c'est l'attente des boîtes comme les nôtres, mais je voudrais créer une entité qui est sustainable, qui est profitable, et qui peut grossir toute seule. Combien votre plateforme recense d'utilisateurs dans le monde ? Là, on a un peu plus de 3 millions maintenant. Mais après, il y en a qui disparaissent. Enfin, ça fait 11 ans. Mais on est en centaines de milliers de personnes qui nous utilisent tous les temps, jours. Toi, c'est quoi ? C'est tous les mois ? C'est comme ça ? C'est utilisateur actif, c'est une fois par mois au moins ? Alors, c'est un peu compliqué parce que ça, c'est pour les gens qui créent des applications. Mais après, il y a des gens qui arrêtent de créer parce que leur application est déjà créée. Mais en revanche, ils ont plein d'utilisateurs en exécution. Parce que nous, on fait les deux. On permet aux gens de créer l'application, mais surtout, on permet de les exécuter. Donc, c'est ambigu. Enfin, il y a deux façons de voir les utilisateurs actifs. Ta population d'utilisateurs, elle est mondiale, elle est très fortement américaine ? Non, c'est moins de 40% de nos utilisateurs aux États-Unis. Donc, on est très international, en fait. D'accord. Et le second pays, c'est ? Le Brésil. Le Brésil. Et après, c'est extrêmement actif au Brésil. Et après, c'est le Royaume-Uni et la France. On parlait des fonds. Tu l'as dit de manière très transparente que c'était pas forcément le type d'entreprise que des investisseurs se sentaient l'envie de financer pendant quelques années. Et puis tout d'un coup, là, il y a eu beaucoup d'argent déversé dans cet espace. Ouais. Beaucoup d'argent. Comment tu vois ça arriver en 2019 ? Tu lèves déjà beaucoup d'argent, puisqu'on est sur plus de 6 millions plus de 6 millions à l'époque, c'était beaucoup. Aujourd'hui, ça l'est pas. Mais bien sûr. Encore une fois, c'est pas quand tu parles d'autres folies, mais ça reste énormément d'argent pour tout un chacun. 6 millions d'euros, financer une entreprise qui ne gagne pas d'argent, qui est toujours en croissance. Non, à l'époque, à l'époque, on était profitable. D'accord. Parce que vous étiez... Mais on se payait pas bien. non, à l'époque, on était 12. Ouais, donc une petite équipe. Ouais. Donc là, à quel moment vous décidez ? C'est qu'à force d'avoir des appels d'investisseurs et de voir tout un tas d'autres entreprises lever de l'argent, vous dites
on va financer la croissance. Il y a une discussion, il n'y a pas de discussion, ça paraît tellement évident pour toi et Josh. Si, alors, on n'avait pas d'inbound, comme on dit, enfin les investisseurs ne nous contactaient pas, donc c'est pas vraiment une source, mais par contre on se disait qu'on commençait à être un bon candidat pour une levée de fonds, à être un peu plus sexy, mais évidemment il y a une vraie conversation, parce que ça change la vie totalement, c'est-à-dire que on reste son propre patron, mais un peu moins quand même, c'est-à-dire que quand on a des investisseurs, on a quand même on se met sur une trajectoire qu'il faut soutenir pour que pouvoir relever après des choses comme ça. Donc ça a un impact profond sur la boîte. Et d'ailleurs, après notre première levée de fonds, on a certaines personnes qui n'ont pas aimé la nouvelle stratégie. Même pas là, c'est la culture en fait, parce que ça change un peu la culture de l'organisation de lever de l'argent. Oui, donc tu te retrouves avec des gens qui sont au conseil d'administration. Après une première levée de fonds, on contrôle toujours la. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on contrôle la boîte. C'est-à-dire que c'est plus les employés en fait ceux qui nous avaient rejoints avant la première levée de fonds pensaient qu'on était plus une PME. Et en fait, ils se sont dit, alors ça, je suis désolé d'utiliser l'anglais parce que je sais pas comment on dirait ça en français, mais on était VC-backed company, et donc une boîte financée par des fonds de venture, et ça n'a rien à voir en fait. La stratégie est différente, la croissance est différente, la culture est différente, beaucoup de choses. Et du coup, il y a des gens qui sont partis, et à la place, on a recruté des gens qui voulaient faire partie d'une aventure comme ça. C'est pas pour tout le monde. Hein. Donc là, puisque c'est pas eux encore qui t'appelaient, là 2 ans après, c'est eux qui vont beaucoup d'investisseurs qui vont te harceler pour investir. Là, en 2019, t'es pas encore harcelé. Comment ça se passe les premiers rendez-vous tu te souviens du premier Oui, alors on n'avait pas d'inbound, c'est qui sauf d'un, en fait. Ouais. On a une personne qui nous a contactés, avec qui on a eu un très bon fit, qui était un investisseur assez reconnu en fait dans la vallée, et qui nous a dit, il nous a contacté, on avait déjà prévu de lever de l'argent, il nous a dit, si vous voulez, moi je vous aide à lever, concrètement je vous ouvre mon carnet d'adresses. Ce qu'il faut reconnaître est quand même le facteur limitant, hein, quand on est 2 inconnus dans la vallée pour lever de l'argent, surtout à l'époque où la vallée était un peu moins ouverte à l'étranger qu'à l'extérieur qu'après le Covid, d'avoir quelqu'un qui peut faire des introductions, ça a énormément de valeur. Et donc il a dit, vous me laissez investir un peu avant, sur des termes un peu meilleurs, et moi je vous ouvre mon carnet d'adresses, et donc c'est ça qui s'est passé. C'est notre premier investisseur, il s'appelle Ali Partovi. C'est Ali Partovi. Ali Partovi, il faut donc 2 frères, deux jumeaux qui ont beaucoup poussé le code, donc ça ne m'étonne pas que ce soit eux, puisqu'ils ont lancé à l'époque, ces années-là, code.org, avec l'administration Obama, qui expliquait que le code devait être obligatoire à l'école, et donc d'origine iranienne au départ, les frères. Donc c'est lui qui fait le premier chèque. C'est Ali qui fait le premier chèque. Avec qui, c'est notre premier investisseur dans le temps et le 3e plus gros investisseur aujourd'hui. Là, on se retrouve en 2021, une 2e levée de fonds considérable, un peu plus de $100 millions. Ouais. Tu avais vraiment besoin de ces montants-là ? On s'est dit, et maintenant avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est un des rares trucs où on peut dire qu'on a été intelligent, parce que beaucoup de gens nous ont dit qu'on avait tort, parce qu'en fait, quand on lève trop d'argent, on se dilue plus, en fait, hein, d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on vend plus de boîtes de la part, parce que la valorisation ne monte pas forcément en proportion, et les gens nous disaient, vous vous diluez trop, c'est dommage, il vaut mieux lever moins et relever dans 6 mois. Et avec Josh, on s'est dit, là, le marché est quand même particulièrement gentil, c'est-à-dire que les valorisations, on peut lever beaucoup d'argent sans trop se diluer. Il vaut mieux prendre plus d'argent, le garder en banque, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... vous avez encore beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'argent. Et là maintenant, c'est l'hiver. Hein, maintenant, il n'y a pas vraiment de levée de fonds en ce moment. Depuis la hausse des taux d'intérêt et la guerre en Ukraine, c'est quand même assez dur. Et on est très content d'avoir levé le montant qu'on a levé. Ça aurait été très compliqué pour vous de lever de l'argent aujourd'hui, comme pour beaucoup de startups. Ce sera impossible. Mais ces valorisations-là, parce que en fait, on se retrouve quand même de temps en temps dans ces périodes-là. Ça a existé... il y a différentes périodes de l'année de la tech où soit d'habitude c'est toujours l'investisseur qui a un peu plus la main, parce que c'est souvent celui qui a le chéquier qui peut un peu mieux négocier. Et là, 2021, non. C'est pas du tout. Non. Là, 2020-2021, pas du tout. C'est l'entrepreneur. Donc combien t'as eu de personnes qui t'ont contacté sur 6 mois? Je sais pas, 50 gros fonds, quasiment tous les fonds. Quasiment tous les fonds. Après, on n'a pas été au stade de l'offre avec ce qu'on appelle une term sheet et vraiment une offre ferme pour investir de tout le monde, mais il y avait énormément d'intérêt. Tu as pris celui qui allait apporter le plus? Les valos étaient les mêmes, en fait. Et les dernières propositions, c'était les mêmes? Ouais, à peu près les mêmes. C'était sûr, on avait le meilleur fit. Ouais, ils étaient à New York, ce qui était assez sympa. Là, on parle d'Insight Partners, qui est un grand fonds. Ils étaient à New York, ce qui était plutôt bien. Pour ceux qui se posent la question de lever de l'argent ou chercher de l'argent, de nouveau, pas pour uniquement 100 millions, 50 millions, même 10 millions. Quand tu dois aller convaincre un investisseur, un banquier, quelqu'un qui... Tu as des conseils, tu as des trucs où toi tu t'es dit j'ai tellement mal fait au départ, je suis devenu tellement bon. Tu considères qu'aujourd'hui tu es assez bon
Alors, je sais pas parce que j'ai fait que 2 levées de fonds, donc j'ai pas. Non, mais la plupart des gens en font plus en fait, parce que comme on a attendu très longtemps, on est arrivé à des montants très importants à la 2e levée de fonds, ce qui est assez rare. J'ai beaucoup répété. T'as beaucoup répété. J'ai beaucoup répété, ouais. C'est un des trucs d'ailleurs où ma femme m'a un peu aidé parce que tu l'as répété. C'est son métier, hein, l'élocution. Elle a fait Juilliard aux États-Unis, donc c'est une école d'art dramatique où on fait du Shakespeare, tu vois, donc l'élocution est quelque chose d'important. Mais j'ai beaucoup répété. J'avais un coach qui me traînait sur Zoom d'ailleurs. Sur ça, en général, en fait. En général, sur ma communication orale, en particulier sur Zoom, parce qu'à l'époque on faisait tout sur Zoom. Mais en particulier, j'ai répété avec lui le pitch qu'on avait pour la boîte pour notre levée de fonds plusieurs fois, quoi. Et ça a clairement servi. Répétition. Après, je pense être sympa. Je pense qu'il y a toujours cette idée qu'on voit un peu dans le social network ou ce genre de film où on c'est le film sur Facebook, on arrive super arrogant et ça se transforme en milliard. Je pense que c'est sans doute arrivé à quelques personnes. Et puis il y a l'histoire de WeWork ou des choses comme ça. Mais bon, il y a quelques cas comme ça. Mais la plupart du temps, je pense qu'il vaut mieux être sympa, un peu humble mais très confiant et répéter. On parlait tout à l'heure de Ali Partovi et de Code.org aux États-Unis. Avec l'administration Obama. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du code dans les écoles, du code tôt? Tu penses que c'est une bonne chose? Je pense qu'il faut faire attention. Je pense que c'est une bonne chose d'exposer les enfants au fait que le code existe et de jouer, aider de leur faire écrire quelques lignes de code, parce que je pense que c'est une bonne chose d'être exposé à ça. Et il y a des logiciels d'ailleurs que les États-Unis qui ont été développés aux États-Unis qui marchent bien pour les très jeunes enfants. Scratch, par exemple, je pense que pour les très jeunes enfants, ça marche bien. Je pense que le message qu'il y a eu pendant un moment et qu'il n'y a plus maintenant, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, mais en 2014-2015, qui est un message un petit peu mondial, que si on ne savait pas coder, on ne trouverait pas de boulot, ça c'est très grave, je pense, parce que le code, c'est pas pour tout le monde. Et donc, le code, c'est pas une question que les gens sont pas assez intelligents pour apprendre à coder, c'est que ça demande un degré d'introversion que tout le monde n'a pas. Il y a une personnalité quand même pour faire du code, parce qu'à un moment, faire du code, ça veut dire passer 10 heures sur un bug qu'on comprend pas et on passe une nuit. Et il y a des gens, et je vais pas dire, c'est pas qu'ils sont moins ou plus intelligents, qui vont dire au bout d'une heure, il y en a marre, c'est pas pour moi. Et je pense que c'est très dangereux de faire croire aux gens que s'ils ne savent pas coder, ils ne pourront pas réussir. Mais on l'entend plus aujourd'hui, donc ça va. Beaucoup moins. Mais à un moment, on l'entendait beaucoup. Les gens aussi disaient une chose, et moi je fais partie de ces gens, ce qui est intéressant avec le code, en tout cas certains codes, alors le no-code c'est encore plus évident, c'est que n'importe qui peut apprendre à n'importe quel moment. Donc ce qui est un code est sympa. Si tu n'es pas bon en maths dès la 6e, il y a des chances qu'en terminale, tu sois pas bien meilleur. C'est-à-dire que tu as quand même accumulé un retard fort. Ouais. Le code, tu parles au même niveau que les autres. Si tu commences en terminale, avec des personnes qui commencent en terminale, c'est pas totalement vrai, mais la capacité quand même de faire les choses. C'est une question de temps à consacrer et encore une fois de personnalité. C'est ce que tu dis. Et tout le monde ne l'a pas, je pense. Et c'est pas grave. On a parlé digital, on a parlé de code, on parle de tendance tech. On en parle, donc il y a quelques temps de ça, on parlait du Web 3. Aujourd'hui, on parle matin, midi et soir de l'intelligence artificielle. Comment tu la vois arriver, cette AI, comme on dit? Tu fais partie des gens plutôt qui disent c'est potentiellement très dangereux. Tu penses que c'est une très bonne chose? C'est un sujet compliqué parce qu'il y a tellement de facettes que c'est difficile de donner une réponse en quelques phrases. Alors je répondrai à 2 niveaux, un niveau macro et après un niveau pour nous en tant que boîte, parce que c'est aussi un sujet pour nous. Mais au niveau macro, je pense que c'est essentiellement une bonne chose, au sens où ça va permettre aux gens de travailler plus vite et les tâches rébarbatives, on pourra les faire par des ordinateurs et je pense que c'est une bonne chose. Et donc là, ça va améliorer, je pense, la qualité de vie des gens de beaucoup de façons. Ça va avoir un impact social qu'il y a certaines professions qui vont disparaître et d'autres professions qui vont arriver. C'est pas très grave au niveau de macro à très longue période. Quand on voit ce qui s'est passé au 19e siècle, il y a des professions qui ont disparu et finalement, la société, la richesse de la société a augmenté, le niveau de vie des gens a augmenté, même s'il y a des gens qui ont perdu leur boulot à l'époque et ils ont pu se reconvertir sur les générations. En revanche, à très court terme, je pense que ça va amener des situations difficiles pour pas mal de professions. Et donc, il faut pas avoir peur de l'IA en tant que telle, mais il faut trouver des façons d'adapter certaines choses pour éviter les problèmes. Il y a un sujet, par exemple, qui me touche de façon un peu personnelle, parce que en ce moment, les acteurs sont en grève. Donc, ma femme est officiellement en grève. Elle est encartée chez SAG-AFTRA, qui est le gros syndicat américain. Et donc, et pour les acteurs et pour les scénaristes, par exemple, scénaristes, ils ont du souci à se faire parce que ChatGPT va remplacer beaucoup d'heures de travail de scénaristes. Il y aura toujours des scénaristes qui seront là pour avoir l'idée principale d'un script pour un film, mais par contre, ChatGPT va remplacer tous les raccords qu'il faut. Il faut écrire une scène entre 2 scènes. Enfin,
50% peut-être du travail peut être remplacé par ChatGPT. Et donc là, il y a une vraie inquiétude. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en grève, parce qu'il faut qu'ils renégocient leur contrat pour arriver à quand même avoir suffisamment de moyens pour manger, survivre. Il faut qu'ils puissent survivre, tout en s'adaptant à la nouvelle technologie qui est inéluctable. De toute façon, c'est en train d'arriver. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Je pense que c'est excitant, mais qu'il faut adapter certaines choses. Et pour Bubble ? Et alors pour nous, c'est plutôt excitant au sens où, enfin, c'est très aligné avec la mission de Bubble. Nous, on veut rendre la création d'applications facile. ChatGPT rend ChatGPT, c'est une marque, donc on va dire l'intelligence artificielle générationnelle permet de générer des choses facilement en parlant à un ordinateur, donc en tapant du texte en langage naturel. Il y a un fit évident qui est que si on arrive à intégrer ces technologies-là dans notre plateforme, ça permettra aux gens de créer des applications ou des morceaux de pages ou des choses comme ça sur la base d'un prompt, c'est-à-dire quelque chose où les gens taperont en langage naturel ce qu'ils veulent créer. Et donc, si on arrive à bien le faire, c'est génial. Si on arrive à mal le faire, c'est un peu un problème parce que quelqu'un d'autre va le faire et donc on aura des soucis. Mais on a une équipe qui travaille dessus en ce moment pour essayer de l'intégrer aussi rapidement possible. Emmanuel, je te propose maintenant une pause amicale. On écoute. Bonjour Emmanuel, salut Alexandre. En fait, j'avais 2 questions. La première, elle porte sur le no-code et le low-code. Est-ce que pour toi, Emmanuel, c'est un métier? Parce que côté Simplon, on n'arrive pas trop à le ranger dans les cases. C'est ça tout l'intérêt. Mais en fait, quelle est ta vision sur savoir si c'est un métier d'être no-codeur ou low-codeur, ou est-ce que c'est une compétence qui vient s'ajouter à quelqu'un qui serait soit dans le business, soit déjà dev? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je peux pas ne pas te parler des IA génératives. Et je sais qu'il y a des ponts très très importants entre les LLM, les IA génératives et le monde du no-code. Et je voudrais que tu m'en dises message un peu plus d'un là-dessus. entrepreneur que j'aime beaucoup, Frédéric Bardot, qui est le cofondateur de Simplon. Oui, qui a été la première école quasiment à enseigner du Bubble en France en 2014. Donc, ouais, il y a quelques temps de ça. Donc, Frédéric je connais bien. A décidé de mettre, et on nous parlait tout à l'heure de son intelligence, son travail, ses capacités au service du plus grand nombre, parce que là, pour le coup, il a décidé de monter une entreprise de l'ESS, ce qu'on appelle l'ESS, économie sociale et solidaire, et en essayant d'amener le code, justement, auprès des populations qui sont assez éloignées souvent de ces sujets-là, partout en France, et même plus qu'en France, puisqu'il est dans pas mal de pays. Qu'est-ce que tu réponds à ces questions ? C'est une question plus profonde qu'il n'y paraît, en fait. C'est assez compliqué de répondre. Il y a l'état d'aujourd'hui et ce que je voudrais que ça soit. L'état d'aujourd'hui, c'est que c'est plus un métier, parce que ça demande pas mal d'apprentissage, de bien utiliser les plateformes no code, Bubble en particulier, mais les autres aussi. Et du coup, le temps d'apprentissage, les nombres d'heures que ça prend, fait que ça devient de facto un métier. C'est pas mal d'ailleurs, parce que du coup, on voit des gens qui gagnent leur vie comme ça, et c'est super. À long terme, moi, la vision qu'on a avec la boîte, c'est que la programmation devrait être suffisamment facile que n'importe qui pourrait automatiser quelque chose s'ils en ont besoin, ou créer un petit morceau de logiciel qui va résoudre leur problème, qui est unique à eux. Et donc, je voudrais que tout le monde ait cette compétence. Donc, je voudrais que ça devienne une compétence, mais ça suppose que l'outil devienne plus facile à utiliser et les autres aussi. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour y arriver. Donc, aujourd'hui, un métier, que les gens qui ont ce métier-là ne s'inquiètent pas parce que ça va être un métier pendant très longtemps. Et demain, compétence. Mais à terme, j'espère que ce sera une compétence. Sur Pause, j'ai la chance de recevoir plusieurs entrepreneurs ou dirigeants tech qui sont d'origine française mais qui habitent, comme toi, aux États-Unis et qui ont extrêmement bien réussi. Fidjissimo, que tu connais certainement, qui est l'actuel CEO d'Instacart. Françoise Brouwer, qui a été dirigeante de Google, qui a dirigé Pinterest aussi au Square. Quel est ton regard, toi, sur la French Tech ? L'écosystème français, c'est super. Je trouve la croissance qu'on y voit et le fait qu'il y a vraiment des startups qui commencent à compter ici en France, c'est super. Le côté French Tech, il y a un côté un peu poussé par les pouvoirs publics qui, je pense, va trop loin parfois, même s'il faut peut-être reconnaître que c'est ça qui fait qu'on a eu l'écosystème qu'on a aujourd'hui. Donc, peut-être que c'était pas forcément une erreur de le lancer comme ça, mais je pense qu'il y a trop de pouvoir politique, je pense, autour du monde des startups parfois. C'est quelque chose de très français, on va pas faire de la politique, mais on parle de la Startup Nation, qui était un truc du président en place. C'est un peu bizarre. Les startups, c'est les startups, le politique, c'est les politiques, et je trouve que le politique parfois pousse un peu trop, et ça dessert en fait, ça dessert l'écosystème en fait, parce qu'à un moment, je te rejoins. Je pense que le fait d'avoir l'écosystème doit marcher de façon soutenable. Encore une fois, il y a des choses qui ont été exceptionnelles qui ont été faites. La BPI, la Banque publique d'investissement, ont fait un travail considérable. Mais c'est vrai que trop mettre en avant, moi, mon souci, c'est de parfois trop mettre en avant un petit nombre de ce qui est appelé licorne, de unicorn, donc des gens qui ont levé une évaluation de plus d'1 milliard,
en fait, dessert. Parce que une partie de ces organisations-là ne valent pas ce montant-là, parce qu'ils valent ce qui sera payé à la fin, soit dans un rachat, soit sur la bourse. Toi, tu vis la même chose dans ton monde. Ça fonctionnera vraiment quand vous serez sorti complètement. Quand il y a une exit, Et surtout, ça met une pression considérable à tout un tas d'autres entrepreneurs qui ne font pas partie de ces 30 ou 35 unicorns. C'est parfois un peu excessif. Aux États-Unis, on voit jamais ça. Jamais. Il n'y a aucun patron de start-up, à moins de travailler dans l'IA en ce moment, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'IA, mais c'est plus éthique et régalien, qui se fait inviter à la Maison-Blanche, alors que les entrepreneurs français, assez rapidement, on est invité à l'Élysée. Ouais. Je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute. Salut Manu, c'est Roxane. Donc ma question pour toi, c'est... Tu avais bien spoté la tendance no-code avant que ça soit même une tendance. Je pense que c'était même pas un concept à l'époque où tu avais commencé à travailler sur Bobble. Et donc, je me demande quelles sont les tendances que tu es en train de spotter aujourd'hui. Peut-être tu peux nous guider sur les sujets que tu trouves vont peut-être émerger d'ici 5 à 10 ans. Question de Roxane. Je l'ai embêtée, Roxane, d'ailleurs, en 2013-2014, pour la convaincre qu'il y avait un truc, parce qu'elle ne me croyait pas, comme la plupart des gens, d'ailleurs. Donc, Roxane Varza, expliquons, puisque c'est elle qui a fait sortir de terre Station F, qui est un endroit absolument génial, qui a été aussi évidemment fortement poussé, financé par un autre entrepreneur de génie qui est Xavier Niel. Et Roxane, développe et a développé et a participé à développer cet écosystème en France. Donc merci Roxane pour ça. Alors, tu as dit tout à l'heure, c'est que si tu te projettes trop, tu vas peut-être vouloir faire autre chose? Non, alors déjà, je ne sais pas si on peut avoir 36 bonnes idées dans sa vie, donc je ne sais pas si je me ferai confiance à moi-même pour voir la prochaine tendance. Là, on a été bon sur ce coup-là, on a vu un truc effectivement 3-4 ans avant tout le monde, et je retire quand même beaucoup de fierté, parce que non seulement on l'a vu, mais même on l'a lancé un peu, même si je dis que c'est pas une idée nouvelle, le no-code, qui est l'interprétation dans les années 2010 de cette idée de programmer sans code, c'est quand même beaucoup nous qui l'avons lancé. Il y a des sujets que je regarde parce que ça m'intéresse, la santé par exemple, de voir comment la technologie peut améliorer la vie des gens et comment prévenir des maladies. Mais c'est pas je dirais pas que j'ai identifié une tendance. C'est quelque chose où j'essaie de m'intéresser un petit peu parce que ça m'intéresse. Là aujourd'hui, si j'avais trouvé la prochaine tendance qui se lançait, effectivement, j'irais le faire. Et c'est vrai que je me pose pas la question. Et encore une fois, je suis pas sûr qu'on puisse avoir tellement de bonnes idées, à part Elon Musk peut-être et encore. Oui, mais enfin là, c'est un autre grand sujet que moi j'ai abordé dans mon livre sur l'entrepreneur qui s'appelle Ose. Et mon premier chapitre, je dis aux gens, il y a une différence entre l'inventeur et l'entrepreneur. Moi, j'ai monté 7 entreprises, Emmanuel. Il y en a 2 réellement où j'ai inventé, où j'ai fait quelque chose qui n'existait pas ailleurs. 5 autres, ça existait. J'ai juste fait un peu différemment, dans une niche peut-être un peu différente. Donc là, tu te mets peut-être une trop grande pression, parce que no-code, en effet, n'existait pas. Le concept arrivait, mais tu as dû te battre quand même contre... Oui, mais pour moi, c'est assez important de travailler sur quelque chose de vraiment nouveau. Même plus tard, tu penses que t'as ce truc-là, si t'es pas Léonard de Vinci, c'est pas bien. Je pense que j'aurais abandonné. Une des raisons qui fait qu'on a tenu si longtemps, c'est parce qu'on se disait, là, on fait quelque chose de nouveau quand même. Moi, je me définis pas comme entrepreneur d'ailleurs. Hein. Ça va peut-être surprendre les gens. Oui, parce que j'ai jamais rêvé de lancer ma boîte. Ça s'est fait un peu par hasard et j'ai rejoint Josh sur son idée et pas sur l'idée de lancer une boîte. Oui, mais t'as implémenté. J'ai implémenté, oui. Ça fait 12 ans que t'es matin, midi et soir au fourneau quand même. Que j'implémente, mais ça me plairait pas de faire un truc qui est pas innovant, enfin particulièrement innovant, qui est pas nouveau. Et je me vois pas relancer une deuxième boîte d'ailleurs. Je vous propose maintenant une pause musicale. Emmanuel, quelle est ta chanson culte? Quelques-unes. Je suis très Beatles, Michel Polnareff. Tu dois en choisir une. Véronique. Polnareff. On écoute. Chère Véronique, quand tu vas me lire, chère Véronique, ne te moque pas. Chère Véronique, je voudrais te dire, mais je n'ose pas. Chère Véronique, si nos 2 familles étaient brouillées à mort autrefois. Emmanuel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.